You want to grow your business. I mean, who doesn't? Constant Contact's marketing platform makes marketing way easier and way more effective, even if you know nothing about marketing. You can easily create email, text, social, events, and digital campaigns in just a few clicks. It's why over 500,000 business owners trust Constant Contact for their digital marketing needs. Constant Contact, helping the small stand tall. Get 25% off all plans for the first 3 months when you go to ConstantContact.com and use code LISTEN25 at checkout. ConstantContact.com with code LISTEN25. Annie, Valérie, Margot, Ludivine ou encore Guillaume ou Mel. Tous ces invités de Crush ont un point commun. Avant de faire la rencontre qui a tout changé, ils avaient une checklist de critères bien précise. Et puis, un détail, une discussion, un imprévu, et boum, leur cœur a pris le dessus sur leurs critères. Regarde Annie par exemple. Elle a une idée très claire de ce qu'elle cherche et de ce qui est rédhibitoire. Quand elle tombe sur Léo et qu'elle apprend qu'il est papa célibataire, elle se dit « ça va pas le faire ». Et elle décide de ne pas aller plus loin. Et puis, il y a ce message de Léo, gentil et attentionné. Un vrai déclic pour Annie. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. L'esprit de Mythique, cette app de rencontre qui a formé des millions de couples, c'est exactement ça. Parce que parfois, en scrollant sur une app, tu passes à côté d'une belle histoire juste à cause d'un petit détail. Une photo floue, une bio pas hyper inspirée, une chemise qui pique un peu les yeux, mais derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a une personnalité, un regard sur le monde, une façon de rire même qui pourrait bien te faire craquer. Imagine si toi aussi, au lieu de passer trop vite sur un profil, tu laissais une chance à l'inattendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ce partenariat avec Mythique parce que leur vision de l'amour, c'est exactement celle de Crush. Suis ton cœur, pas tes critères. Ça te parle ? Attends d'entendre l'histoire qui suit dans l'épisode du jour. Et donc, on arrive à 4000 mètres. Donc là, il faut ouvrir la porte. Donc, t'imagines la porte qui ouvre comme ça sur le côté. T'as l'air qui rentre. Et puis, là, t'as la lumière verte qui nous donne le signal pour partir. Et donc là, on se met en place, comme on dit. Donc là, c'est lui il sort un peu de l'avion. Donc, toi, le dos à la sortie. Moi, je suis à l'intérieur. J'attrape ses deux mains. Et là, on fait un ready, set, go. Et sur le go, on sort de l'avion ensemble, accrochés tête en bas. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Tomber amoureux ou amoureuse, c'est sauter dans le vide. Et pour mon invité du jour, ce ne sont pas des paroles en l'air. Salut Domitille, comment vas-tu ? Ça va super bien, magnifique introduction. Courte mais efficace. Domitille, je fais cette blague avec le fait de sauter dans le vide et c'est paroles en l'air parce que tu es championne de free fly. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus sur cette discipline, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, c'est du free fly. Effectivement, il y a plein de gens qui pensent que c'est du free flight, que je suis une boxeuse. Alors, pas du tout. Le free fly, c'est une discipline artistique du parachutisme sportif. Donc, en compétition, ça se pratique à 3. C'est un peu comme du patinage artistique. On a des sauts d'imposés et des sauts de libre. Une compétition, c'est 7 sauts, 7 manches. Sur les imposés, toutes les équipes doivent faire le même enchaînement de figures. Et sur les libres, on crée une chorégraphie en toute liberté. Et on est jugé sur la difficulté technique, les mérites artistiques et la qualité d'exécution. Et la spécificité de cette discipline, c'est qu'on vole en 3 dimensions. On va voler tête en bas, tête en haut, dans des angles. En fait, on a vraiment... La limite, c'est simplement notre imagination, quoi. On peut voler dans toutes les orientations du corps possibles. Ok, incroyable. Les images que tu partages sur tes réseaux sont assez dingues. Domitille, avant
de rentrer dans le cœur de l'histoire que tu vas me raconter aujourd'hui, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de crush de te présenter en 5 hashtags? En 5 hashtags, c'est parti. Le premier hashtag, c'est parachutisme, parce que c'est toute ma vie. J'ai commencé à 15 ans, c'est mon univers, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est mon job. Donc voilà, une grande partie de ma vie et de mes amours. Comment tu as eu l'envie de faire du parachutisme? Ouais, ça, parce que tu bien vois, random aussi. En activité extrascolaire, c'est pas ce qui vient en premier. C'est clair, non. J'avais 12 ans la première fois que j'ai demandé à ma maman. Cet été-là, elle m'avait demandé si j'avais envie d'essayer une nouvelle activité. Je faisais beaucoup d'équitation à l'époque. Et donc, comme j'avais l'impression de maîtriser à fond l'élémentaire, dans toute l'arrogance de mes 12 ans, je lui ai demandé si je pouvais essayer un truc dans l'eau et un truc dans l'air. Donc, je lui ai demandé plongée sous-marine et parachutisme. Alors, il s'est avéré que parachutisme, c'était pas possible à 12 ans. Elle m'a quand même emmenée sur le centre de parachutisme le plus proche. Là, on m'a dit non, tu es trop petite. En France, c'est 15 ans pour faire un tandem et 16 ans pour pouvoir débuter en autonomie. Donc, du coup, j'ai été faire de la plongée parce que ça, à 12 ans, tu peux aller passer ton open water. Et puis, j'ai patiemment attendu et continué à bien harceler mes parents jusqu'à ce que j'ai 15 ans et ils m'ont offert un tandem pour mes 15 ans. Et après, je suis tombée amoureuse. Dès le premier saut du terme. Ouais, un bon gros crush, le parachutisme. Donc, tu ne t'es jamais défaite? Non, je me suis jamais défaite. Ouais. Ça fait 25 ans, j'ai un peu plus de 10 000 sauts et j'aime toujours autant ça. Et tu es une grande championne. Et puis, j'ai gagné quelques trips en cours de route, ouais. Ton deuxième hashtag? Deuxième hashtag, c'est conférencière. C'est mon métier aujourd'hui, en parallèle de mes activités de parachutisme. J'ai un peu levé le pied sur le para. C'était pas dur parce que j'étais vraiment très, très à fond au début. Et depuis quelques années, je partage mes expériences et avec le monde de l'entreprise en termes de leadership, d'audace, d'empowerment féminin. Donc, c'est une jolie façon pour moi d'utiliser toute cette matière de vie et puis de la mettre à profit des autres et d'essayer de contribuer à une vision du monde qui me tient à cœur. Est-ce que dans le free fly, dans le parachutisme, il y a plus de mecs qui pratiquent que de meufs? Ouais. Il y a énormément plus d'hommes. Alors j'ai pas forcément les chiffres en tête pour le free fly, mais t'as à peu près 15% de femmes dans le parachutisme et ça doit être plutôt vers les 12% pour le free fly. Et ce qui est marrant parce que en compétition c'est une discipline mixte. Donc moi j'étais championne du monde de free fly en équipe de 3 avec 2 garçons. Et c'est un sport qui est beaucoup sur le mental, moins sur l'explosivité physique. Donc les différences biologiques de sexe n'ont pas vraiment d'importance pour la performance. Donc c'est vraiment une histoire de mindset, j'imagine. C'est ça. Ouais. Ton troisième hashtag? Mon troisième hashtag, c'est heureuse. Très bien, j'adore. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans ma vie, il m'est jamais arrivé des choses tristes, mais j'estime avoir énormément de chance sous plein d'aspects et la capacité à voir le beau et d'être entourée de gens vraiment très chouettes. Et ça me rend heureuse. Sur un quatrième hashtag? Aérienne, c'est à la fois, tu peux le constater, chez moi, on est plutôt au-dessus des toits. Je passe beaucoup de temps dans les avions, que ce soit pour en sauter ou pour parcourir le monde. Le voyage, ça fait vraiment partie de ma vie depuis très longtemps. Et donc, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et le cinquième, justement, c'est voyageuse. J'ai habité en Inde, j'ai habité aux États-Unis, j'ai habité au Gabon. Je me suis amusée pendant le Covid à faire des stats sur mon calendrier Google. Je me suis rendu compte qu'entre 2010 et 2020, j'avais jamais passé plus de 3 semaines au même endroit. Et que ça m'est arrivé que 3 fois, de passer 3 semaines d'affilée quelque part. En 10 ans. En 10 ans. Ouais, pour te donner un peu une échelle. Quand je dis que je voyage beaucoup, c'est pas une façon de parler, c'était... Hashtag bougeotte. Hashtag méga bougeotte, ouais. Alors, Domiti, avant que tu me racontes l'histoire de ta rencontre avec William, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire dans quel environnement familial tu as grandi? Si tu avais des frères et sœurs, si tu estimes que tu as eu une enfance protégée, heureuse, et quel couple de parents tu avais sous les yeux? Alors, j'ai un petit frère qui est plus si petit que ça maintenant, qui vient d'avoir un 4e enfant d'ailleurs. Wow, bravo à lui, vraiment carrément. Félicitations. Une petite fille après 3 garçons, ils étaient très contents. Un petit frère qui a 4 ans de moins que moi, qui s'appelle Jean-Yves, et mes parents qui sont toujours ensemble. J'ai carrément eu une enfance protégée. Notre maman s'est arrêtée de travailler quand on est né, elle s'est occupée de nous. Beaucoup de stabilité géographique, beaucoup de stabilité en général dans mon enfance. Je pense que d'une certaine façon, c'est ça qui a comprimé le ressort, qui fait que dès l'indépendance, c'est parti dans tous les sens. J'y vais les gars. Ouais, je pense qu'un socle solide, ça aide à avoir l'esprit d'aventure et de l'audace. Vous voyagez quand vous étiez petit? Pas du tout.
On passait notre enfance entre Paris, où on vivait, où mon père travaillait, et le sud-ouest de la France, où mon parrain avait une maison à la Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, où on a commencé à aller passer des étés. Et ensuite, mes parents, qui ont adoré la région, ont fait construire une petite maison à la Teste aussi. Donc en fait, on était toutes les grandes vacances, toutes les petites vacances, tous les grands week-ends, on était tout le temps là-bas. Donc en fait, on avait une vie vraiment géographiquement binaire entre ces deux endroits, quoi. On a plutôt l'impression que... Enfin, moi, ce que je me dis, c'est que en leur donnant le goût du voyage plus jeune, c'est comme ça qu'ils auront envie par eux-mêmes de découvrir le monde plus tard. Et en fait, pas forcément. Et alors nous, on n'a pas du tout voyagé en famille, mais par contre, mon père, qui m'a eu tard, il avait 48 ans quand je suis née, lui avait énormément voyagé, ma mère aussi un peu. Et donc à la maison, il y avait dans les objets qui peuplaient la maison des choses qui venaient de partout. Donc il y avait un gros imaginaire du voyage. Mais que moi, je ne connaissais que par objet interposé. Et je pense que ça a planté des graines de désir qui, dès qu'elles ont pu germer, ont poussé très, très fort. Ah ouais, ils ont joué le mystère. Ouais, je crois pas que c'était une décision de leur part. Bien sûr. Je pense qu'ils ont fait le choix d'une deuxième maison. Et donc, du coup, voilà, l'argent était passé là et c'était comme ça qu'on vivait. Et c'était super. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'été. Cette stabilité, elle a aussi permis de nouer des amitiés, de progresser sportivement, en équitation notamment. Mes parents m'ont toujours beaucoup soutenue dans tout ce que j'ai fait. Donc, ouais, une enfance avec beaucoup de soutien. Domitille, en 2019, tu as quel âge? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce qu'il se passe des choses particulières? Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières? Où t'en es? Alors 2019, c'est un moment un peu charnière. Wow, je vais y arriver. À ce moment-là, été 2018, je pars en road trip avec mon copain de l'époque, qui s'appelait Damien, un Américain, un Californien. Et on était partis ensemble de San Diego, où il habitait, dans son truck, et on a été jusqu'à Ushuaia. Donc 7 mois, ouais, tout simplement. Donc 7 mois par la route, en prenant les routes les plus pourries qu'on pouvait trouver, parce que ça faisait partie du trip. Cette relation-là, c'était une relation très chouette. C'était plus une relation amicale que vraiment une grande histoire d'amour romantique. Parce que moi, quelques années avant, en 2016, le dernier homme dont j'avais été très très amoureuse, qui s'appelait David, s'est tué dans un accident de base jump, qui est un sport un peu connexe du parachutisme. Ça a comme point commun qu'on saute d'un truc avec un parachute, mais les différences sont le type d'objet dont on saute. Donc en parachutisme, tu vas sauter d'un avion, d'une montgolfière, d'un hélicoptère, un truc qui est haut et loin dans le ciel. Alors qu'en base jump, base, c'est un acronyme BASE, ça veut dire Building, Span, Antenna and Earth. Et donc c'est les 4 types d'objets dont tu peux sauter, les ponts, les falaises, donc c'est quelque chose qui est accroché au sol, quelque chose dont quoi tu peux rentrer ou tu peux te cogner après l'ouverture. Donc t'es plus en proximité avec quelque chose. Et puis le matériel utilisé est pas tout à fait pareil. En parachutisme, on a un harnais, une voile principale, une voile de secours et un déclencheur de sécurité qui va ouvrir ton secours automatiquement si tu fais rien. En base jump, t'as un harnais et une voile. Donc, parce que t'aurais pas le temps d'avoir une voile de secours, en fait, tellement près du relief. Donc, le base jump, c'est des communautés qui sont un peu en vase communicante. Disons que tous les base jumpers sont aussi parachutistes. Par contre, tous les parachutistes ne sont pas base jumpers. C'est une encore plus petite communauté. Et donc, David se tue à Chamonix à l'été 2016. Comme beaucoup de gens cet été-là, ça a été une vraie hécatombe. Donc, moi, d'un point de vue amoureux, je suis un peu chancelante pendant quelques années après ça, parce que c'était vraiment quelqu'un avec qui je pensais finir ma vie, tu sais, le genre de moment où tu penses que t'as vraiment trouvé de la bonne personne qui correspond absolument. T'as quel âge à ce moment-là? Quand il décède, j'ai 31. Donc voilà, gros chamboulement dans ma vie à ce moment-là. Je sais qu'il va me falloir plus que 5 minutes pour m'en remettre. L'amour, à partir de ce moment-là, prend un peu... j'essaie de moi me reconstruire, de me concentrer sur mes amis. Je suis très bien entourée à ce moment-là. J'ai la chance d'avoir un groupe de potes qui sont vraiment, vraiment au top. Et voilà, je me dis, l'amour, ça sera pas pour tout de suite, quoi. Et puis, Damien, que je connaissais déjà, avec qui, au bout de quelques années, on se met ensemble de façon très sporadique. Moi, j'étais principalement en Europe, lui, il était basé en Californie, donc on se voyait pas non plus énormément, mais on s'entendait très bien, donc c'était un peu friends with benefits. Moi, ça m'allait. Lui, c'était pas du tout un grand romantique. Moi, ça m'allait très bien parce que j'étais pas du tout prête à m'engager dans ce sens-là. Et puis, lui, il avait ce rêve de faire ce gros road trip, parce qu'il avait la voiture qui allait bien, Toyota Tacoma pour les spécialistes, un pick-up, tu vois les pick-up trucks.
Donc, on avait été tester le système au Burning Man ensemble pour voir comment ça se tenait en autonomie. Et puis, à l'été 2018, on part de San Diego, de chez lui, et on trace notre route vers le sud. Et donc, en février, fin février 2019, on arrive au bout de la route de façon très... Au bout du monde. Au bout du monde. Ouais. Et puis vraiment, on va jusqu'au moment où il n'y a plus de route, quoi, où on arrive et c'est l'océan et de l'autre côté, c'est l'Antarctique, quoi. Et cette fin de route, c'est aussi une fin de route un peu pour notre histoire, parce que même si on s'entendait super bien, mais on n'avait pas envie des mêmes choses après. Pour la fin de cette route, tu vois, lui voulait continuer à vadrouiller un peu aux US. Moi, j'avais un projet, je montais une soufflerie en France, un simulateur de chute libre qui s'appelle Zero Gravity à l'entrée du Futuroscope à côté de Poitiers. Donc moi, j'avais au contraire envie de me poser un petit peu plus. Et puis j'avais des choses à faire en France. Et lui, il avait pas envie de venir là. Moi, j'avais pas envie d'aller. Lui, il voulait aller construire une cabane dans le Montana. Moi, j'avais pas envie d'aller dans le Montana. Donc bref, on s'est séparés très très bons copains en se disant on veut plus les mêmes choses et voilà, on a fait un super chouette bout de route ensemble et voilà, on s'est fait un gros câlin à l'aéroport d'Ushuaia. On s'est dit qu'on s'aimerait amicalement pour toujours et qu'on se souhaitait les meilleures choses du monde, mais on se sépare. T'es dans quel état d'esprit toi à ce moment-là? Parce que du coup, t'as eu ce traumatisme quelques années auparavant. Là, tu te sépares de cette relation-là. Tu te dis quoi dans ta tête? Eh ben, j'ai de la peine parce que c'est jamais facile, même si tu sais que de façon rationnelle, c'est la chose logique à faire, que personne s'est fait du mal, que personne s'est menti, qu'il n'y a pas de gros drame. Bah, t'es quand même vachement affectée. Enfin, moi, j'étais triste, j'ai pleuré. Je suis une grande pleureuse, mais et puis c'est toujours difficile de l'inconnu. En fait, tu dis là, je suis contente parce que j'ai pris la décision adulte de me séparer correctement de quelqu'un, ce qui n'avait pas toujours été mon cas. Moi, ma vingtaine, j'ai fait beaucoup de la merde en termes de relations amoureuses. Donc là, j'étais fière de moi. Moi aussi. J'ai déjà raconté. Ouais, alors j'en suis pas très fière, mais bon, voilà, c'est nos histoires, nos parcours. C'est la vie, c'est la vie. Exactement. Donc là, j'étais fière de moi, j'avais fait la bonne chose, mais voilà, j'étais triste et je me suis dit, ce road trip de 7 mois en faisant un break de mon job et de mon univers, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup, tu vois, je tenais un journal, donc c'était un très beau moment d'introspection. Je me disais, là, je retourne dans le monde, je vais m'occuper de ma carrière, m'occuper de mes amis, et puis je vais être célibataire pendant un moment et ça va me faire du bien. Moi, j'avais jamais été tellement célibataire. J'étais un peu une céréale monogamiste, comme on dit. J'avais toujours enchaîné les relations de façon très rapprochée. Donc, j'arrive à l'aéroport de Los Angeles où je retournais pour reprendre le boulot. Donc, moi, mon boulot pendant très longtemps, ça a été uniquement coaché en free fly. Donc, j'intervenais un peu partout dans le monde pour donner des cours de free fly, apprendre aux gens à voler, tête en bas, tête en haut. Donc là, le premier gig que j'ai à la fin de ces 7 mois de break, c'est dans un Skydive Elsinore, donc un petit centre de parachutisme à côté de Los Angeles. J'atterris à l'aéroport, je rejoins une copine à moi qui venait d'Australie pour aussi bosser cette semaine-là. Et puis, on loue une voiture et on trace vers Elsinore. Et puis, je lui raconte, je viens de me séparer de Damien. On a passé un super voyage, mais voilà, on veut tout ce que je viens de te raconter, quoi. Et que je vais être célibataire. Et que la fameuse décision. La fameuse décision. C'est bon, maintenant, j'arrête, je vais être bien avec moi-même. Exactement. Ouais. Et donc, on arrive à Elsinore. Et puis, déjà, sur la route, on trouve qu'on comprend pas. Il y a un monde de dingue. Dans ce sens-là, normalement, c'est quand tu retournes sur Los Angeles qu'il y a plein de monde, mais quand tu traces vers Elsinore, normalement, puis là, l'heure de la journée, ça n'avait pas trop de sens, on comprenait pas pourquoi il y avait des embouteillages monstres. Et en fait, on arrive à Elsinore, et là, on se rend compte que toutes les collines, donc faut t'imaginer un petit lac dans un coin un peu désertique, normalement, tu vois, c'est pas très vert, Elsinore, mais t'as des petites collines qui entourent, ils appellent ça des petites montagnes là-bas, mais bon, c'est des grosses collines, qui entourent le lac, et en fait, là, elles sont couvertes de coquelicots oranges. C'est ce qu'ils appellent un super bloom. Ça arrive une fois tous les des dizaines d'années. Enfin, c'est vraiment rare comme événement. C'était absolument sublime. Et je m'en rappelle évidemment parce que, tu vois, le contexte de ce qui s'est passé après, tu vois, dans ce contexte de super bloom, de fleurs dans tous les sens. Imagine, vue du ciel, nous, quand on sautait, en fait, tu voyais toutes les montagnes qui entouraient le lac, qui étaient complètement couvertes de fleurs. C'était absolument sublime. Et donc, vous arrivez là-bas? Et donc, on arrive là-bas, on s'installe. Donc, moi, j'étais là-bas pour 15 jours pour un camp qui s'appelle Fly Fly. C'était des Suédois qui organisaient ce truc-là tous les ans depuis une dizaine d'années, où tu avais plein d'Européens qui venaient pendant... Donc, tu vois, on était début mars. Tu peux pas trop sauter en Europe, encore moins en Scandinavie, début mars. Donc, c'était un stage d'hiver, en gros, pour des Européens. Donc, moi, mon rôle, c'était d'encadrer des groupes tous les jours pendant ces 15 jours. Et puis, au bout de 2 jours,
Alors moi, j'avais repéré qu'il y avait souvent à Elsinore, tu avais des groupes d'anglais, de militaires anglais, qui venaient pour faire ce qu'ils appellent des expeds. Donc, c'est dans un cadre qui n'est pas militaire. Ils vont pas faire des sauts avec des armes ou, tu vois, pour l'opérationnel, mais c'est souvent des jeunes recrues. C'est une sorte de team building, en fait, pour leur faire quelque chose qui fout un peu les jetons, pour affronter leur peur et puis pour ajouter une compétence à leur arc, même si elle n'est pas forcément opérationnelle. Et généralement, tu les repères bien, parce que déjà, ils sont tous habillés pareil. Et puis, surtout, le premier jour, ils sont tous blancs comme des cachets d'aspirine. Et puis, ils sont tous torse nu. Tu vois, ils sont une quinzaine, une vingtaine, ils sont tous torse nu. Alors, tu vois, 20 militaires anglais torse nu, ils sont tous gaulés. C'est des gros sportifs, donc forcément, tu les vois. Et puis, au bout de 3 jours, ils sont rouges comme des écrevisses parce qu'ils ont tous pris des coups de soleil. Donc, bref, tu vois, c'est une population qu'on repère, mais avec laquelle on se mélange pas tellement parce qu'eux, ils sont dans leur groupe, ils font un truc très spécifique, ils font leur AFF, Accelerated Free Fall Formation, c'est le brevet de base. Alors que nous, on fait, tu vois, c'est le free fly, on est un peu les danseuses du truc, quoi. C'est des univers qui sont très éloignés, quoi. Et puis, au bout de 2 jours, je me retrouve à l'embarquement. Donc, l'embarquement, c'est l'endroit physique où on attend avant de monter dans l'avion. Pour sauter. Pour sauter, ouais. Tu vois, moi, dans un stage comme ça, sur la drop zone, le centre de parachutisme, t'as 2 ou 3 avions là-bas. Puis les avions, ils tournent toute la journée. Et toi, tu vas à l'endroit qu'on appelle le manifeste et tu vas dire, bah voilà, je voudrais, moi et 4 personnes, donc un groupe de 5, on voudrait monter dans 20 minutes, dans 40 minutes. Et en fait, tu vas prendre des places dans l'avion. Une fois que t'as fait ça, tu te prépares et quand c'est ton appel, alors t'as les filles au manifeste, c'est souvent des filles qui font un appel à 20 minutes pour l'avion numéro 3. Ouais. Donc, je me dirige en avance là-bas parce que moi, une partie de mon job, c'est de déterminer qui est dans l'avion, c'est-à-dire qui fait quoi, il y a combien de groupes, de combien de personnes qui vont faire quel type de saut, parce que c'est ça qui te permet de déterminer l'ordre de sortie. Tu vois, tu vas pas mettre certaines personnes partir en premier et des gens juste après eux, parce que ça pourrait faire des risques de collision. Pas de faire un cours de parachutisme, mais en gros, c'est important de savoir qui sort quand et qui fait quoi. Donc moi, c'est mon job de m'assurer que... il y a combien de personnes dans un avion ? Ces avions-là, c'est une vingtaine de personnes. Et donc, tu as des groupes, tu as des gens qui vont sauter tout seuls, tu as des gens qui peuvent faire des sauts à 10. Enfin, t'as vraiment, peut y avoir plein de configurations différentes. Donc, toi, tu dois savoir quelles sont les configurations pour décider dans quel ordre ça va se passer. Et puis, là, à l'embarquement, je me rapproche de gens donc de ce groupe d'anglais. Je voyais qu'ils avaient des élèves. Donc, les élèves, c'est pas eux que tu vas demander parce qu'eux, ils comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Ils vont juste sauter un moment quand on va leur dire saute. Quand tu fais tes premiers sauts, faut pas trop te poser de questions juste avant de monter dans l'avion. Ta bande passante, elle est déjà quand même bien occupée. Donc je repère, tu repères à la tenue en fait, aux combinaisons, au type de parachute. Un élève, il va avoir un méga gros parachute, l'instructeur, il va avoir le petit parachute. Enfin, donc je repère les deux qui ont l'air d'être les instructeurs et je m'approche pour leur demander, ils ont combien d'élèves, qu'est-ce qui se passe. Et un de ces 2 instructeurs, c'est William. Et sur le moment, je me dis juste, waouh, il est super beau. Pourquoi tu te dis ça ? Je sais pas, gros crush, mais je le trouvais magnifique. Donc c'est un des Anglais. C'est un des Anglais, ouais, c'est un des moniteurs anglais qui est là. Bon, on discute 2 secondes de façon très concrète. Il me dit combien d'élèves ils ont. Tu vois, on échange les infos entre instructeurs pour faire notre sauce, tu vois. Mais quand même, je me dis, allez, canon, l'instructeur anglais. 48 heures après le souhait. Ouais, c'est clair. Putain, alors lui, il est vraiment. Je sais pas si je vais rester longtemps célibataire. En fait. Non, je me dis même pas ça sur le moment, mais je me dis, il est vraiment pas mal. Je fais pas non plus, je me dis juste ça, mais je fais pas le premier pas ou quoi que ce soit. Et puis, quand même, tu vois, tous les jours après jour, je vois on échange des regards un peu, voilà, on s'adresse pas particulièrement la parole, mais. Et ce jour-là, vous montez ensemble dans l'avion ? Ce jour-là, on monte ensemble dans l'avion, ouais. Lui avec ses élèves, moi avec les miens, et on saute du même avion, mais on saute pas ensemble. Et puis, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. On se recroise tout le temps, en fait. Et puis surtout, on se met à plier nos parachutes l'un à côté de l'autre. Et puis, alors lui, il plie vraiment pas vite. Alors du coup, moi, je prends encore plus mon temps pour avoir l'occasion de discuter un peu. Bon, voilà, on commence à se regarder en coin et puis moi, j'apprendrai plus tard qu'il m'avait bien repéré aussi. Hein. Et puis, au bout d'un moment, moi, je partais passer la soirée à Los Angeles, à peu près à 1h30 de l'endroit où on était, parce que j'avais des copains qui sont dans la Red Bull Air Force, qui faisaient un événement. Je crois qu'il y avait une pleine lune un peu particulière. Et du coup, ils avaient prévu un stunt où nous, on était tous sur un rooftop à Los Angeles et eux, ils sautaient d'un hélico et ils faisaient un passage au-dessus du rooftop avec la lune en arrière-plan. Enfin bref, un plan des enfers. Et moi, j'étais sur la route pour aller à ce truc-là avec 2 de mes copines. Et là, je reçois un message sur Facebook d'un certain William. En me disant, mais il me dit un truc tout pourri en plus, je crois qu'il me dit genre hola.
C'est jamais facile le premier message. C'est jamais facile le premier message. Déjà, je me dis, bon, il m'a cherché, il m'a trouvé. Ouais, tu vois c'est clair. Tu vois, moi, avec le rôle que j'ai dans le para, je suis pas hyper incognito, mais je me dis, ah oui, il a fait la démarche. Tu lui réponds à son message? Je lui réponds, ouais, mais je crois qu'on... Voilà. Non, je lui réponds un truc du style, je suis désolée, je suis partie à LA voir mes potes de la Red Bull Air Force. Je me la raconte un peu. J'en sais rien, mais voilà, en gros, je lui dis, bah non, je suis plus sur place, on se verra plus tard, quoi. Et puis, quand je le revois le lendemain, je lui propose d'aller faire un saut. Donc, en gros, tous les deux. Ouais, donc en gros, c'est un peu notre c'est une forme de premier date en fait. À la fin de la journée, tu vois, au moment du coucher du soleil, lui, il avait fini ses élèves, moi, j'avais fini les miens, donc il restait un petit peu de temps avant qu'il fasse nuit. Et donc, on va s'avionner ensemble. C'est coquin cette phrase. Ouais. On va s'avionner. Je t'avionne. Celle-là, on me l'avait jamais dit. On l'avait jamais dit celle-là. Ouais. Et donc s'avionner, ça veut dire vous prenez. S'avionner, c'est on va au Manifest et on dit voilà, on va aller faire un saut tous les deux. Quoi. Mais que tous les deux dans l'avion. Que tous les deux. Ah non, dans l'avion, il y a d'autres gens, mais par contre, on saute tous les deux. Donc lui, il faisait un petit peu de free fly au début, mais il était vraiment débutant dans la discipline. Et je le chope par les mains et puis on part tête en bas tous les deux et on fait un chouette saut. Tu vois, il faut imaginer le contact visuel que tu peux avoir à une forme d'intimité assez dingue. Attends, parce que t'es déjà dans les airs. Mais avant, quand vous êtes dans l'avion, concrètement, ça se passe comment? Et concrètement, on était les premiers à partir de l'avion, donc on était assis près de la porte. En gros, t'imagines donc un avion où tu mets une vingtaine de personnes, t'as le pilote et t'as deux bancs. Donc un banc derrière le pilote, un banc en face de ce banc-là qui serait derrière le copilote. Donc là, les gens sont assis face à face. Et à l'arrière de l'avion, au niveau de la queue, donc perpendiculaire par rapport à ces deux bancs en longueur, t'as un petit banc pour deux personnes. Et du coup, nous, on est assis là parce que comme on va être les premiers à sortir, on est les plus près de la porte. La porte, elle est à l'arrière. La porte, elle est à gauche. Sur le côté, Elle est sur le côté. Okay. Ouais. Donc, on est assis, en fait, dans le sens de la marche, en regardant vers le pilote, mais côte à côte. Et dans l'avion, j'ai une copine à moi qui est là et puis qui avait bien repéré un peu mon manège et qui me regardait, qui me faisait des œillades. Je me disais, arrête, tu me fais la honte. Et donc, on arrive à 4000 mètres. Donc là, il faut ouvrir la porte. Donc, t'imagines la porte qui ouvre comme ça sur le côté. T'as l'air qui rentre. Et puis, là, t'as la lumière verte qui nous donne le signal pour partir. Et donc là, on se met en place, comme on dit. Donc là, c'est lui il sort un peu de l'avion. Donc, toi, le dos à la sortie. Moi, je suis à l'intérieur. J'attrape ses deux mains. Et là, on fait un ready, set, go. Attends, toi, t'es comment? Toi, t'es face à la... Moi, je suis face à la sortie. Et lui, il est dos au vide. Ok, il est là, vous regardez. En fait, on est face à face, perpendiculaire par rapport à le sens dans lequel va l'avion. Je lui attrape les mains et avec un mouvement de extérieur, intérieur, extérieur, on fait un ready, set, go. Et sur le go, on sort de l'avion ensemble, accrochés tête en bas. C'est toi qui as l'impulsion? C'est moi qui ai l'impulsion. Okay. Ouais. C'est toi qui le guide? C'est moi qui le guide. Moi, j'ai beaucoup plus d'expérience de free fly que lui. Donc, pour moi, c'est facile, en fait. Et tu vois, cette position où lui, tu vois, physiquement, il est plus grand que moi. Enfin, c'est... Et puis, t'as le rapport homme-femme ou quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté, je t'emmène, I'm gonna take you for a spin, quoi. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. À ce moment-là, toi, quand tu sautes, quand vous sautez ensemble, t'as l'impression qu'il se passe un truc particulier avec lui? Ah, carrément. Ouais. Et puis, en fait, c'est beaucoup dans le regard. Ça doit être hyper puissant. C'est hyper puissant. Et lui, c'est pas un grand bavard. Tu vois, autant moi, j'ai un peu une grande bouche, je suis très sociable. Lui, c'est quelqu'un de plus introspectif. Il parle moins fort, parle moins vite que moi, mais moi, en tout cas, je trouve il exprime beaucoup dans son regard. Donc, le fait d'être vraiment, tu vois, dans ce moment suspendu, un saut, ça dure 50 secondes de chute libre. Donc, tu as 50 secondes où tu es dans les airs, avec la pression de l'air sur le corps, tu es enveloppé, mais tu te déplaces là-dedans. Et donc, on fait ce premier saut, on se pose, tu prends quand même un peu des décharges d'adrénaline, enfin, tu es dans un état d'excitation, en fait, de joie, sauter en parachute, c'est génial. J'ai sauté une fois en parachute. Ouais. En Bretagne, là, chez moi. Moi, j'étais allée parce que je venais quitter mon mec. et j'étais allée en me disant, je veux savoir à quoi je pense au moment où justement t'es assis là sur le rebord et que tu vas basculer. Et alors, t'as pensé à quoi? Rien du tout, parce que j'étais tellement genre, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais.
Mais quoi, où suis-je? C'était n'importe quoi. En plus, j'avais pas du tout compris ce que m'avait raconté le mec avec qui je sautais, donc j'étais pas partie dans le bon sens. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais oui, j'étais amoureuse du mec avec qui j'ai sauté à la fin, forcément. En fait. Ce que tu partages, c'est. T'as sauté où? En Bretagne, à Quiberon, à l'aérodrome de Quiberon, dans Quiberon. Ouais. Tu sautes au-dessus de la presqu'île, en fait, ouais. donc c'est super beau. C'était un peu court, je m'en souviens pas vraiment. Mais c'est vrai que j'imagine que ça crée une intimité. Alors, toi, t'as tellement de sauts et t'as dû sauter avec tellement de personnes, mais j'imagine quand même que ça crée une connexion particulière. Ça crée des connexions particulières. Ouais. Obligatoirement, mais moi j'ai sauté avec plein de gens sur 25 ans, mais ça crée une connexion instantanée. Alors tu tombes pas amoureux de tout le monde, ouais. mais disons que là déjà effectivement il y a un truc qui se passe, et en plus tu vois le saut se passe, on se pose, on plie nos voiles côte à côte, on continue de discuter, puis tu sens qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Et du coup, on va se poser. T'avais un petit coin sur la drop zone où t'avais un vieux canapé défoncé, en extérieur, qui avait dû être donné il y a 10 ans par quelqu'un et qui était toujours là, et qui était face au coucher du soleil. Tu peux t'imaginer encore ces montagnes, ces petites montagnes couvertes de fleurs oranges avec le soleil qui se couche. Franchement, c'était canonissime. Ouais. Et donc, on s'assoit là et puis on discute. Et puis là je lui avoue que je me suis séparée il y a 4 jours, quoi. Okay. Je lui dis, écoute, tu me plais, je vois bien que je te plais, mais je veux être complètement honnête avec toi, j'en suis là, quoi. Donc ne nous emballons pas. Ok, tu lui dis ça? Ouais. Et il réagit comment? Avec son flegme habituel. Il me sourit, il me dit ok. Son flegme anglais? Ouais, carrément. 2 jours après, il me demande s'il peut m'emmener dîner. Donc je dis oui. Donc on va dîner dans un petit bled à 20 minutes de là. C'est là qu'on s'embrasse pour la première fois en sortant du resto sur le parking. On s'embrasse et on se serre fort dans nos bras. Je me dis quand même, fais un truc celui-là. J'ai des papillons dans le ventre. Ma résolution n'a pas tenu longtemps. Ma résolution n'a vraiment pas tenu longtemps du tout. Mais bon, je me dis, c'est un petit fling, voilà. Ouais. Il est anglais, moi je suis française. Il va rentrer faire son job. Ouais. Moi je vais rentrer dans ma vie et puis voilà, quoi. Est-ce que vous ressautez ensemble? On ressaute pas ensemble, plus parce que l'occasion se présente pas trop. C'est pas forcément facile quand t'es dans une ambiance de travail, lui et moi, de trouver un moment où ça peut se faire. Est-ce que vous vous racontez vos vies? Est-ce que vous faites des confidences? On se raconte un peu nos vies, mais pas encore de façon très très profonde. Ça va venir 10 jours après. Moi, je quitte Elsinore. Et je me rappelle que j'avais un avion, je partais de San Diego. Il fallait que je parte en gros à 3h du mat de là où on était. Donc, et puis c'était la dernière soirée de l'événement à laquelle moi je bossais. Donc il y avait une fête et tout. Donc je passe la dernière soirée à faire mes valises en même temps que je fais un peu la teuf avec mes copains. Et en fait, avant de repartir, j'avais une voiture de loc que je devais aller rendre quelque part à San Diego. Et en fait, je fais un crochet par l'hôtel où William était pendant ces 15 jours-là. Moi, je dormais sur place, sur la drop zone. Et lui était dans un hôtel. Et donc, il était peut-être 1h du matin. Il m'avait attendu. Et donc, je le retrouve au bar de ce hôtel casino de Elsinore. C'est pas le truc le plus classe de l'univers, quoi. Mais c'est un endroit, nous, dans notre milieu, qui est assez légendaire parce qu'on va souvent, c'est souvent là-bas qu'on habite quand on fait des événements. Donc, je le retrouve dans ce bar un peu miteux. Et puis, moi, j'ai là 2 heures de route qui m'attendent en plein milieu de la nuit. Donc, autant te dire que je bois pas un verre. Mais du coup, lui, il m'avait commandé un thé. Okay. En plus, j'arrive, j'ai pas encore eu le temps de me doucher. Je sens le kéro. C'est quoi le kérosène? Le kérosène. Ah oui, kérosène. Quand t'as passé la journée sur la drop zone et que t'as fait plusieurs sauts, tu sens souvent ça, quoi. Et donc d'ailleurs, je lui fais la blague en disant, je suis désolée, je me suis pas encore douchée, je sens le kéro, et il m'a dit c'est mon parfum préféré chez une femme. Ah ouais, pas mal. Ouais, parce que un petit détail que je t'ai pas donné, mais donc lui il était là-bas pour former, parce qu'il est moniteur AFF, qui te donne le diplôme que tu dois passer pour pouvoir former les gens à faire leur premier saut. Mais pour lui, c'est un hobby, c'est pas son métier. Okay. Lui, dans l'armée anglaise, il était pilote d'hélico. Et au moment où je le rencontre, à ce moment-là, il est instructeur. Donc pendant 10 ans, il a été déployé sur pas mal de terrains. Il a piloté sur plusieurs types de machines. Et au moment où je le rencontre, ça fait 2 ans qu'il est instructeur, donc sur des plus petits hélicos où là, il apprend aux autres à piloter. Okay. Mais il pilote aussi des avions. Et alors moi, j'ai toujours eu un truc pour les pilotes. J'avoue, c'était pas mon premier amoureux pilote. C'est une des grandes blagues parmi mes copines que c'est ce que tu m'as dit. Je suis amoureuse des pilotes. T'es amoureuse des pilotes. Je suis amoureuse des pilotes. Ouais. Est-ce que tu as écouté l'épisode de Clara? Ouais, oui, c'est le premier que j'ai écouté. Ah, c'est comme ça que t'as découvert Crush. Ouais. Ok. Tombée amoureuse du pilote. Classique.
Et donc... donc là, tu avais trouvé un pilote. Donc là, j'avais trouvé un pilote parachutiste. En plus. Parce qu'il a presque 3000 sauts. Donc, tu vois, je me dis, sur le papier, c'est complètement mon type parce que il aime les mêmes choses que moi. Il est brillant, mais en même temps, il aime l'aventure. Il cochait vraiment plein de cases dans ce que je recherchais dans un partenaire de vie, quoi. Donc, on se sépare dans ce fameux bar de l'hôtel Casino d'Elsinore. Puis il me dit, j'ai envie de te revoir. Quand est-ce que je peux te revoir? Et je lui dis, tu fais quoi le week-end prochain? Il me dit, rien, je viens à Paris. Donc du coup, on se retrouve le week-end d'après à Paris. Et alors moi, à ce moment-là, cet appart-là dans lequel on est était loué. Parce que comme j'étais partie pendant faire mon road trip, là, je l'avais loué sur 9 mois. Et donc, il n'était pas encore dispo. Donc du coup, je me retrouve à louer un Airbnb juste en bas de l'autre côté du boulevard. Donc on voyait l'appart, parce que je voulais lui montrer mon quartier, mais c'était un petit Airbnb au-dessus d'une galerie d'art. Et en fait, c'est vraiment là que ça a basculé, entre guillemets, où je me suis dit, il se joue vraiment quelque chose de plus qu'un petit fling, qu'un flirt. C'est là, donc c'est là qu'on passe notre première nuit ensemble, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas passé de nuit ensemble, on n'avait pas été intime physiquement. Et puis, on passe le lendemain, tu vois, toute la matinée au lit à discuter, en fait, à vraiment se raconter un peu plus nos vies. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois, que je lui parle de ce qui m'est arrivé en 2016 et du décès de mon compagnon. Et en fait, pendant que je lui raconte cette histoire, qui est évidemment pour moi est émotionnellement hyper chargée, et puis c'est une partie importante de ma vie, et c'est quelque chose qui avait été difficile dans cet entre-deux, je sentais que c'était un sujet qui mettait en danger les autres hommes. Tu vois, il y avait je sais pas si c'est une forme de jalousie, mais une forme de dire, je serai jamais à la hauteur du mort, quoi. Parce que c'est vrai que le mort, il avait mis la barre super haute, et puis quand t'es mort, t'es parfait pour toute la vie, t'as pas eu le temps de merder, quoi. Ouais, t'as pas eu le temps. Donc c'est clair que c'est quelque chose, je comprends que ce soit pas facile à gérer dans une relation. Sauf que Will, quand je lui raconte cette partie de mon histoire, il l'écoute avec une très belle qualité d'écoute. Je suis dans ses bras. Et en fait, je vois monter l'émotion en lui. Alors, il s'est pas mis à pleurer à chaudes larmes, mais tu vois, je vois les yeux qui s'humidifient. Je vois ça l'émeut, qu'il est triste pour moi. Et en même temps, que c'est complètement OK pour moi d'avoir ça, que ça fasse partie de mon histoire et qu'il y a de la place pour ça et que ça le met pas en danger. Ça, c'est non-threatened. C'était un des premiers mots qui m'est venu quand on a vécu ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, la solidité du mec, d'être capable d'entendre ça, d'accepter ça. Et c'est quelque chose qui s'est absolument complètement confirmé, tu vois, dans nos 5 et quelques années d'histoire depuis, quoi. À notre mariage, on s'est mariés légalement il y a 3 ans, mais on a fait une grosse teuf il y a 2 ans. Il y avait les parents et le frère de David, dont je suis restée très très proche, qui sont restés, ils ont perdu leur fils ou leur frère. Moi, j'ai perdu mon amour et on est restés très très proches. Et voilà, pour moi, c'est la famille. Et ils étaient là à notre mariage et c'était complètement OK. La place de ce trauma dans mon histoire et la façon dont il l'a accueilli dès le début, dès la première fois où je lui ai raconté, ça a été vraiment un moment où c'est passé de juste le mec est beau et intelligent à humainement et émotionnellement, waouh, je prends. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à ton avis? Qu'est-ce qui se joue? T'as une forme de libération? T'as une forme de confiance? Complètement, les deux. Ouais. Une libération de me dire, je vais pouvoir... parce que, évidemment, avec le temps, la douleur s'estompe, les vagues de deuil, enfin, les vagues de peine sont un peu plus espacées, mais elles continuent d'arriver. Ça m'arrive encore aujourd'hui, tu vois, ça va faire bientôt 10 ans qu'il est mort. Et il y a des fois encore où je me prends des grosses montées de larmes, où je suis super triste. Et me dire que... si elles arrivent, c'est cool et je peux continuer à les vivre. Moi, j'ai toujours été partisane de quand les émotions arrivent, il faut les laisser s'écouler parce que c'est meilleur pour la santé. Et donc, me dire que je pouvais dans mon couple, que c'était possible, c'était libérateur. Parce que l'inverse aurait été, tu vois, te dire qu'il faut que tu caches ça ou que tu n'en parles pas parce que tu vas blesser l'autre, parce que tu vas lui faire de la peine, parce que tu vas le faire se sentir diminué ou en concurrence. C'est terrible comme état d'esprit. Donc, me rendre compte que ça allait pas être le cas, c'était vraiment bien. Donc, lui, il accueille ton histoire et il lui laisse la place, en fait. Il lui laisse la place et je peux pleurer dans ses bras, tu vois, c'est cool. Ouais. T'as les larmes aux yeux, du coup, je vais les avoir aussi. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Donc aujourd'hui, ça fait, vous êtes mariés. 2019. On est en 2025, ça fait 6 ans. 6 ans.
Ouais, 6 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés. Alors moi, c'est moi qui l'ai demandé en mariage. C'est comme quand tu sautes en parachute. Ouais. Tu prends prendre le lead. Ouais. Puis lui, il est pas très rapide à la prise de décision. Donc, il vaut mieux que ce soit, si je veux que les choses avancent, il vaut mieux que c'est moi qui le fasse. Est-ce que vous allez sauter en parachute pour votre mariage? Ouais, évidemment. Déjà, la demande en mariage, elle était dans un contexte un peu de para parce que il était venu avec moi à un événement où je bossais au Brésil, dans le sud du Brésil, à Foz do Iguaçu, à côté des grandes chutes d'Iguaçu. Et donc, déjà, on avait fait une semaine de boulot, et puis on avait pris 4-5 jours en plus après la fin de mon événement. Et moi, j'avais réservé une chambre pour 2 jours dans un hôtel absolument sublime, qui est le seul hôtel qui est dans la réserve des chutes, en fait, côté brésilien, qui est un hôtel canonissime. Et donc, moi, j'avais complètement préparé mon coup. Alors, je m'étais un peu trouée sur les... Alors déjà, quand je demande un garçon en mariage, est-ce que je lui achète une bague, tu vois, c'est quoi la procédure? Attends, ça veut dire que tu avais tout quand même, t'as pris le rôle généralement qu'on donne dans l'imaginaire collectif, enfin même plus que l'imaginaire, dans la réalité au mec, tu t'es dit, je vais lui faire une vraie demande en mariage. Je lui ai fait une de demande en mariage. Ok, donc avec tous les codes, mais t'as juste inversé les rôles. Exactement, ouais. Et alors, pour les bagues, j'avais une copine qui avait fait ça, demander son mec en mariage. Donc, je l'avais un peu appelée en me disant, mais t'as fait quoi pour les bagues et tout? Elle m'a dit, écoute, j'ai trouvé des bagues en silicone. Donc, tu vois, qui est toujours sur mon doigt, là. Et parce que tu peux le porter, nous, on fait pas mal de sport, en plus du para. Oui, il fait beaucoup de crossfit. Et puis, quand tu pilotes des trucs ou que t'as les mains près de choses mécaniques tout le temps, les bagues en métal, c'est toujours un peu compliqué. C'est dangereux, ouais. Donc, je m'étais dit, super, je vais commander des bagues en silicone, couleur unicorn. Tu vois, c'est un truc un peu nacre. J'aimais bien le nom. Et puis, sauf que je m'y prends un peu trop tard. Puis, le truc acheté en France à une boîte américaine pour le faire livrer au Brésil. Évidemment, ça n'a jamais marché. Donc, les bagues sont jamais arrivées. Donc, j'avais pas mes bagues. Je les ai loupées. Elles sont arrivées 3 semaines après en France. Mais du coup, j'avais réservé dans cet hôtel-là. Tu avais une espèce de tourelle qui surplombait le tout, que tu pouvais privatiser pour 1 heure ou 2 avec des chocolats, du champagne et machin. Et donc, au coucher du soleil, je lui ai sorti le grand jeu. C'est vrai. Dans la tour. Je me suis pas mis à genoux. Non, voilà, ça, c'est un truc. Non. Je suis restée à sa hauteur, mais je lui ai fait une jolie déclaration, ouais. Puis il a dit oui. Il a dit oui. Ouais. He said yes. He said yes. Incroyable. Et à votre mariage, vous avez fait une grosse teuf. Et alors, le mariage, on a fait une grosse teuf. En fait, on s'est mariés légalement assez rapidement. Au début, on avait prévu de faire tout en même temps. Puis après, pour des histoires, je te passe les détails, on s'est mariés plus vite à la mairie. Donc là, tout petit comité à côté de là où on habitait à l'époque, à Quincey, près de Poitiers. Et puis en avril, donc ça c'était en juin 2022. Et en avril 2023, là, on a fait une grosse teuf de mariage dans le sud-ouest sur le bassin d'Arcachon, là où moi je passais toutes mes vacances d'enfance. Et puis là, on a loué un petit château pour 3 jours. Et le premier jour, on a fait un saut en parachute. Donc c'était à Gujan-Mestras, donc sur le bassin, sur un endroit où personne n'avait encore jamais sauté. J'avais eu les autorisations grâce à mon coéquipier avec qui j'ai été championne du monde, qui lui aujourd'hui gère le centre de parachutisme à Arcachon, donc il m'a vachement aidé pour gérer tout ça, Vertical Terre à Arcachon. Et donc on a fait une arrivée dans les airs. C'est vrai. La photographe du mariage, elle était waouh, on l'a jamais faite celle-là. T'étais en robe blanche? Non, j'ai pas sauté en robe, on a sauté habillé normalement. Okay. Et le lendemain où il y a eu la cérémonie, là, j'avais une robe blanche. Mais c'est pas mal l'arrivée. Ouais. Oh, franchement, c'est l'arrivée en parachute. C'est mieux que Johnny qui arrive sur scène héliporté. C'est pas mal, c'est pas mal. Aujourd'hui, William, il est toujours pilote d'hélico? Oui, mais plus dans l'armée. Il a quitté l'armée en fin 2021 et maintenant il bosse dans le privé. Donc, hélico et avion, il bosse pour quelqu'un qui a plusieurs machines et il les pilote un peu toutes, un peu partout dans le monde. Donc, ça gigote toujours pas mal. Et vous sautez toujours en parachute? Toujours en parachute ensemble. Ouais. Quand tu regardes cette histoire de Mitty, si tu devais résumer, qu'est-ce que tu dirais qui a été déterminant dans le fait que votre histoire n'ait pas resté ce flirt? Tu m'as parlé de ce moment-là très particulier où toi, tu as eu un déclic. Ouais. Pour moi, c'était hyper important d'avoir cette place-là. Et puis, c'est surtout ce que ça me dit sur lui à ce moment-là, qui fait que forcément, tu vois, dans les débuts des histoires, tu as toujours un emballement qui est probablement un peu plus, aussi hormonal et émotionnel. Mais là, il y avait en plus de ça qui était évidemment très fort. On était attirés l'un par l'autre. Mais il y avait ce côté, je sens que j'ai raison d'être attirée par lui. Ouais. Alors que des fois, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé de me dire,
je vais au casse-pipe, mais bon, j'y vais quand même, je suis jeune, il faut bien y aller. Mais tu vois, t'as des sentiments, un instinct un peu de ce que ça peut donner. Et là, il y a eu une concordance de l'envie et de l'émotionnel avec l'instinct que c'était une bonne idée, que rationnellement, c'était aussi ça pouvait vraiment le faire. Et puis, tu vois, bon, je l'ai rencontré, j'avais 34. Aujourd'hui, j'en ai 40. C'est sûr qu'à 34 ans, avec ton parcours de vie, généralement, tu t'es chié 2, 3, 10 fois. Tu as appris quand même un peu des choses sur toi, sur ce qui te correspond, sur ce dont tu as besoin, sur quel type de partenaire toi, tu peux être pour l'autre. Et donc, tu analyses un peu vite fait en te disant, ouais, ça, je pense que je peux être une bonne personne pour lui. Non, enfin, tu as une maturité qui te permet de coordonner un peu ça, l'émotion et la raison de façon un peu Après, plus... c'est vrai que souvent, que ce soit dans la sphère amoureuse ou dans la sphère pro ou juste dans les relations, en fait, souvent, tu peux entendre cette petite voix qui te dit, bah, il y a un truc qui cloche, mais t'y vas quand même. Et c'est vrai qu'avec la maturité, la sagesse, le temps, on apprend à repérer et surtout à écouter, je crois. Et à se dire, il faut l'écouter. Mais on n'y arrive pas toujours. Donc, c'est toujours hyper évident de le faire. Là, je pense que tu as eu un truc vraiment hyper fort de ce que je comprends. Ouais. Et je crois aussi que moi, cette petite voix, je l'ai entendue et tôt, je l'ai écoutée. Ou pas, mais sciemment. J'ai été mariée une première fois avec un Américain quand j'avais 23 ans, mais je savais direct, j'ai oublié de le dire. Pardon. On est restés ensemble 4 ans quand même. Donc, les 1001 vies amoureuses de Mitty. Ouais, mais là, ça faisait partie de pas mes plus glorieux moments, mais ça s'est fini de façon absolument dramatique avec beaucoup de violence. Enfin, c'était dommage. Mais dès le début de cette histoire, je sentais qu'il y avait des forces en puissance un peu sombres qui faisaient que c'était probablement, ça serait pas un happy end. Mais en même temps, moi qui avais eu une vie super protégée, j'avais envie d'aller me frotter un peu à ça aussi, à la noirceur, et puis bon, il y avait un côté passionnel que j'avais envie de suivre et de vivre aussi. Donc cette voie, elle a été assez on point assez tôt. Enfin, aujourd'hui, que ce soit dans ma vie amoureuse maintenant avec Will, ou même dans ma vie pro, ou dans ma vie amicale, ou dans ma vie intellectuelle, je l'écoute, mais je pense que c'est quelque chose qui est lié aussi à la confiance en soi. Et moi, ce premier saut en parachute, il a fait des merveilles pour ma confiance en moi. Ton premier saut en parachute? Ouais. C'était ça un peu la révélation? Ça a été la première fois où je me suis rendu compte que de l'autre côté d'un truc qui me fichait vachement les jetons, il y avait un truc merveilleux. À la fois dans le plaisir et la sensation physique et la joie pendant, et aussi et surtout dans la fierté après de l'avoir fait. Que donc, ça valait le coup de dépasser ta peur. Ça, c'est une leçon, c'est une pierre angulaire de la création de ma personnalité, je pense, d'avoir eu cette leçon-là à cet âge-là. Et puis ensuite, c'est un cercle vertueux. Et donc, du coup, à la prochaine décision un peu difficile de choix d'études, de choix de vie, de choix de carrière, tu le répètes, et plus tu le répètes, plus ta confiance en toi monte. Rentrer dans ce cercle vertueux, c'est hyper important et c'est pas facile. Et puis, il y a une notion de chance aussi. Enfin, et si l'univers vous l'envoie pas, il faut aller le chercher, quoi. Faut le fabriquer. Si le ciel dans lequel tu sautes ne te l'envoie pas. Est-ce que j'aime pas le mot conseil de Mitty, je sais pas pourquoi il me gêne, mais est-ce qu'il y aura quelque chose que tu auras envie de glisser à l'oreille des auditeurs et auditrices de Crush qui sont tous à l'écoute de leurs émotions, qui cherchent des réponses, qui sont parfois perdus ou qui vont s'identifier à ton histoire et qui ont envie de prendre soin de leurs émotions? Est-ce que tu auras un petit mot à leur glisser? Ouais, il faut avoir le courage de ses décisions. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu pendant longtemps dans mes histoires d'amour, où je sentais des choses, mais j'osais pas, j'avais peur de faire du mal, je me suis retrouvée emberlificotée dans des trucs pas permis, complètement de ma faute. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir le courage de mes émotions, le courage de décider de partir, le courage de faire des choix, tout est devenu beaucoup plus limpide et beaucoup plus serein. Et souvent, on a peur de changer une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation qui fonctionne pas ou pas de relation, mais peur d'aller tenter avec quelqu'un. Enfin, c'est toujours difficile d'aller vers l'inconnu, mais c'est nécessaire. Si vous avez la certitude de pas être bien dans une situation, il faut avoir le courage d'en changer. C'est dur sur le moment. Au début, ce sera difficile, mais après, ça ira mieux. Et tu vois, quand je te dis ça, j'ai un espèce de flashback pendant le fameux road trip avant que je rencontre Will. J'avais une phase, c'est complètement bizarre ce que je vais te dire, je jouais au solitaire sur mon téléphone et j'avais
une espèce d'association mentale où quand j'avais l'as de pique que je devais le placer en haut, le pique, j'associais ça un peu à la noirceur et j'étais déjà en train de me dire il va falloir que je quitte Damien, enfin il faut qu'on se sépare à l'arrivée du truc. Et quand je plaçais le pique, je me disais at first it will be hard, au début ça va être dur. Et quand je plaçais le cœur de l'autre côté, je disais but then there will be love. Et en fait, cette phrase-là, je me la suis répétée tellement de fois pour me donner un peu du courage, en fait, pour me répéter que je croyais en ça, mais le fait d'y croire et de savoir que c'était la bonne chose à faire, ça rendait pas du tout facile la décision à prendre. Hein. Mais donc, je me le répétais, je me bourrais un peu le cerveau avec pour me donner le courage de prendre les bonnes décisions. Et ça s'est confirmé. C'était difficile de prendre cette décision, de faire ce pas, mais après, il y a effectivement eu de l'amour. Merci beaucoup, Domitille. J'ai juste un dernier truc, mais tu me dis si tu veux pas, si t'es pas d'accord. Est-ce que tu veux glisser un petit mot à William dans la langue de ton choix? T'es pas obligé. Ouais, I love you, my bird. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's Did your last vacation house for the whole crew leave you wishing there was a better way to stay together? Like with bedrooms that are all great, so everyone thinks they got the best room? Whoa, this is amazing. A full bathroom in every bedroom? Hey, mine's got a bathroom. A beach around an epic, clear bay big enough for swimming, rope swinging, and even kayaking? All next door to Walt Disney World? Next trip, share a house at Evermore Orlando Resort. You won't believe what you resorted to before.